Bonjour à tous, bien contente d'être ici. Je sais que c'est le retour du lunch pour tout le monde. Généralement, on est en période de digestion, donc je vais essayer de rendre ça intéressant pour le moment que je suis en avant. Euh, on m'avait invité aujourd'hui à venir vous parler par rapport à un projet que j'ai soumis, une demande d'application d'accès aux données par rapport à la DUC, donc les données de déclaration uniforme de la criminalité qui vous ont été présentées par M. Perroux juste un petit peu avant, en matinée. Donc, de vous présenter un peu le genre de choses qu'on peut faire avec la base de données, puis l'intérêt de demander accès à ce genre de données-là. Malheureusement, vous allez voir que ça va être une partie assez importante de ma présentation. Le fait d'accéder à vous faire des demandes d'accès comme ça dans les cadres de projets pilotes vient avec je dirais une certaine lourdeur d'accès aux données qui fait que je ne suis pas aujourd'hui en mesure de vous présenter de résultats d'études, mais bien de venir vous vendre l'idée du projet et de ce que vous pourriez faire avec ce genre de base de données-là. Okay? Donc, il n'y aura pas tant de résultats que plus voici l'idée générale duquel on est parti pour faire une demande d'accès à ces données-là. Donc, je viens de l'Université Laval, je suis en criminologie. Peut-être qu'il y en a certains ici qui connaissent la criminologie à cause de l'Université de Montréal. Il y a maintenant, je fais un petit peu de vente, il y a maintenant un programme il y a maintenant un programme de criminologie à l'Université Laval aussi depuis 2012. Donc, j'ai été engagée là comme professeure en 2012 pour partir le programme. Et donc, je vais vous rapidement, parce que je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais juste vous parler rapidement, juste placer un peu les pions par rapport à la criminologie. Il y a différentes façons différentes possibilités en criminologie. C'est une discipline assez large avec plusieurs facettes. Et l'idée, c'est qu'on a tous le sujet d'essayer d'étudier le plus possible le phénomène criminel, mais chacun va aller regarder une particularité de ce phénomène-là. Certains vont être intéressés par la victime, certains vont être intéressés plus par la réaction sociale, la sociologie du crime, d'autres vont être plus intéressés par le délinquant, la compréhension du comportement criminel, comment est-ce qu'on devient délinquant, comment est-ce qu'on arrive à faire des actes délinquants, et d'autres qui vont être intéressés un petit peu plus par le délit. Donc, moi, aujourd'hui, je voudrais que je m'inscris plus dans cette visée-là de la criminologie qui est de faire l'étude du phénomène criminel sous l'angle de l'événement. Donc, vraiment plus dans un événement criminel particulier, quelles sont les contingences situationnelles qui expliquent que le crime a eu l'opportunité d'arriver, de se faire, de se créer, de se commettre. Donc, l'événement criminel, rapidement, c'est une approche qui va miser sur justement l'explication d'un moment. Souvent, on va y aller avec un angle, avec un type de crime. Moi, je suis plus spécialisée, en guillemets, sur les crimes sexuels. Donc, l'événement criminel pour un crime sexuel, quelles sont les contingences situationnelles et qu'est-ce qui va structurer ou faciliter le fait qu'il y ait une opportunité criminelle pour un délinquant qu'on va prendre à la base déjà intérieurement motivé à commettre un crime. Donc, qu'est-ce qui fait que même si on est intérieurement motivé, à un certain moment, on va commettre un crime et à un autre, on ne va pas le faire, par exemple. Donc, c'est vraiment d'essayer de comprendre le phénomène criminel, mais dans l'événement et non pas le délinquant ou la victime. Des fois, c'est un amalgame de tout ça ensemble. Donc, on va souvent, quand on parle de l'événement criminel, remettre ensemble toutes les contingences situationnelles, que ce soit autant le profil de la victime, le profil de l'auteur, le profil plus situationnel, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait je sais pas, des témoins ou qui aurait pu peut-être empêcher la commission du délit, ou est-ce qu'au contraire, ça a été fait le soir tard et il n'y avait pas personne pour venir empêcher l'opportunité criminelle qui avait place. Donc, c'est vraiment de venir mieux comprendre le délit dans une optique aussi de mieux le prévenir. Donc, pas nécessairement prévenir au niveau de l'individu, mais prévenir au niveau de la situation, ce qu'on va appeler dans ce cas-ci la prévention situationnelle, qui, elle, va venir vraiment essayer de réduire, non pas, je dirais, puis c'est un peu la petite phrase qui est en dessous que j'aurais de la misère à traduire aussi bien en français, mais c'est pas nécessairement de vouloir créer un individu qui est moins propice à commettre un crime, mais plutôt d'essayer de réduire les environnements qui vont pouvoir générer un crime. Okay? Donc, l'idée, c'est vraiment en prévention situationnelle d'arriver à cibler le plus possible un type de crime particulier. Et puis même au sein de la même famille d'un type de crime, par exemple les agressions sexuelles, bien, on va avoir des agressions sexuelles où on va venir le détailler le plus possible pour être le plus tailor-made, le plus près possible de ce qu'on veut vraiment essayer de comprendre. Donc, si je vous donne un exemple, en délinquance sexuelle, on va avoir le crime sexuel ou l'agression sexuelle de façon générale, la grande famille. Puis, on va venir après ça détailler les agressions sexuelles envers des personnes qui sont inconnues de l'agresseur,
les agressions sexuelles intrafamiliales, les agressions sexuelles sans contact, avec contact. Donc, on va venir essayer de détailler le plus possible l'événement, le script ou le modus operandi qui est utilisé par ces délinquants-là qui vont commettre l'acte, dans le but de mieux de trouver des meilleures solutions, des solutions qui sont vraiment appliquées spécifiquement à ce type de délit particulier-là. Okay? Donc, l'idée, c'est que plus on a d'informations sur l'événement, comment il a eu lieu, comment il a été fait, dans quel contexte, est-ce que les facteurs situationnels ont influencé la façon dont le délinquant s'y est pris pour commettre le crime, ben, est-ce qu'il a choisi une victime en particulier, qui avait un certain critère ou un certain profil victimologique particulier, ou est-ce qu'au contraire, ça a été non planifié, spontané, etc. Donc, c'est de venir un peu trouver des différentes facettes pour un même type de crime pour être le plus appliqué possible et apporter donc des mesures de prévention qui vont venir transformer l'environnement, qui vont venir restreindre les caractéristiques qui vont faire en sorte qu'un tel crime peut avoir lieu. Donc, on va venir plus travailler l'environnement ou la situation que travailler l'individu ou la victime, par exemple. Ça va pour tout le monde? Donc, à cet effet-là, quand on arrive plus au niveau de la délinquance sexuelle, je vous dirais que l'approche de la prévention situationnelle et de l'événement criminel, quand on rentre dans les crimes de plus, je dirais, à fréquence plus importante, quand on est dans les crimes contre les biens, c'est assez commun. C'est quelque chose dans les études en criminologie qui se font assez fréquemment. On va aller voir, par exemple, pour, je sais pas, un vol à main armée ou un vol qualifié ou une introduction par effraction ou des fraudes. On va essayer d'aller justement faire des portraits un peu plus, des scripts un peu plus détaillés de ces types de crimes-là, la façon dont ils sont commis. Quand on arrive en délinquance sexuelle, je vous dirais que majoritairement, la plupart, les études, en fait, ont majoritairement axé sur mieux comprendre le délinquant sexuel en mettant de l'avant que le délinquant sexuel est forcément très différent d'un délinquant qui commet d'autres types de crimes. Donc, c'est comme la prémisse de base. Ces délinquants-là ne sont pas du tout le délinquant typique et donc, on doit plus aller étudier la personnalité, leur compréhension de la motivation, qu'est-ce qui est le développement de du délinquant sexuel, pourquoi il en est venu à commettre un crime de la sorte alors que ce n'est pas un crime commun. Okay? Donc, quand on arrive plus dans une optique de l'événement criminel appliqué à la délinquance sexuelle, c'est pas vraiment commun comme étude. Et c'est ce qui en fait, selon moi, encore quelque chose d'encore plus intéressant parce que quand on veut appliquer après ça des mesures de prévention, on sait que par la nature du crime sexuel qui est généralement, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est assez grave et que c'est pas un crime que les gens, je dirais, j'essaie de trouver les bons mots, là, c'est un crime haineux, c'est un crime que les gens vont avoir généralement une forte réaction par rapport à ce type de délit-là. Et la plupart des actions de prévention qui vont être prises même au niveau gouvernemental sont généralement axées sur justement l'individu. Alors qu'on pourrait aussi très bien aller chercher des mesures de prévention beaucoup plus situationnelles, mais on n'a vraiment pas beaucoup d'informations sur qu'est-ce que le contexte situationnel pour un crime sexuel. C'est très peu connu. Et parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de données, en fait, sur ce sujet-là. La plupart des études qui, comme je vous disais, vont être menées des fois avec des entrevues ou vont avoir des collectes de données, des questionnaires, etc., mais vont vraiment plus axer sur le délinquant puis sa perception de, sa compréhension de, mais rarement sur le contexte qui a facilité ou le processus décisionnel de ce délinquant-là à passer à l'acte. Okay? Donc, l'idée était donc rapidement d'essayer de voir ou de développer un petit peu plus ce créneau-là de l'approche de l'événement criminel et de la prévention situationnelle appliquée à la délinquance sexuelle. Je vous donne rapidement quelques études qu'on a menées, certains de mes collègues et moi. Comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, mais je vous en nomme quelques-unes, où on peut rapidement voir qu'on est capable d'identifier des profils de modus operandi, donc de mode opératoire, des façons de procéder qui sont plus communs chez certains types de délinquants sexuels. Quand on y va, comme je vous ai détaillé, les victimes étrangères ou inconnues de l'auteur versus les crimes plus intrafamiliaux, il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui vont aborder ces distinctions-là, mais rarement sous le point de l'événement. Mais les quelques études qui commencent vont vraiment démontrer qu'il y a des profils ou des scripts de mode opératoire qui nous permettent après ça de peut-être mieux comprendre quels sont les environnements qui vont générer plus de crimes, mais plus de crimes sexuels. Donc, est-ce qu'il y a des endroits, outre le fait qu'il y a on a des grandes connaissances de base qui nous disent que dans l'environnement, proche des centres d'achat, par exemple, c'est là où il y a beaucoup plus
crime generator, des événements ou un contexte structurel qui fait que beaucoup plus de crimes vont avoir lieu là parce qu'il y a plus de convergence dans le temps, dans l'espace entre les victimes et les délinquants, par exemple. Mais on ne sait pas nécessairement quand on arrive à un niveau d'un crime sexuel si c'est vraiment aussi le cas. Donc, l'idée, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a des environnements qui facilitent une opportunité criminelle pour un crime sexuel. Okay? Et donc, on est capable de voir que certains de ces, je vais vous en présenter rapidement par après, il y a certains justement de ces modus operandi-là qu'on est capable d'identifier chez les délinquants sexuels. On est capable aussi de voir que selon le pays où l'étude a été faite, il y en a une, par exemple, qui a été faite au Portugal. On compare les modus operandi des agresseurs sexuels envers des victimes inconnues au Portugal versus au Canada. C'est pas nécessairement le même genre de script ou de mode opératoire qu'on va remarquer parce que l'environnement n'est pas le même, n'est pas structuré de la même façon. Donc, ça donne encore plus l'importance de venir faire des études appliquées à des données pour un pays, voire même une région, une province, un milieu particulier. C'est ça, je vais sauter à l'autre. Donc, une des études que je vous présente un peu plus détaillée pour vous montrer, je vous dirais, la motivation à avoir accès aux données de la DUC. C'est une étude que j'ai menée avec une base de données suite à des entrevues avec 72 détenus fédéraux, donc qui étaient là pour un crime sexuel d'importance probablement plus grave que ce qu'on va retrouver au niveau provincial. Et ces 72 détenus-là étaient tous des délinquants sexuels sériels, donc qui avaient commis au minimum 2 crimes sexuels pour faire partie de l'étude. On les a tous rencontrés. Je dis « on », mais j'en faisais pas partie à cette époque-là. Donc, c'est mon collègue qui a fait la collecte de données. Et on a eu l'information de ces 72 détenus-là par rapport à 361 crimes qu'ils avaient commis. Donc, il était en moyenne, je vous dirais, 3 crimes par individu. Il y en avait qui allaient jusqu'à 72 crimes par individu. Il y en avait qui en avaient 2. Okay? Mais on avait une bonne, je dirais un bon 5% de la base de données qui étaient des bons délinquants sexuels prolifiques en plus, pas juste sériels, prolifiques. Okay? Donc, on avait quand même une diversité à même, une hétérogénéité à même les délinquants sexuels sériels qu'on aurait pu croire assez homogène quand on est rendu si précis que ça dans le sous-groupe comme ça. Mais non, au contraire, il y avait encore beaucoup d'hétérogénéité. Donc, on les a tous questionnés, mais pour une des rares études sur le sujet, on les a questionnés aussi sur leur processus réflectif ou décisionnel par rapport à leur crime. Donc, est-ce qu'il y avait eu planification du crime? Est-ce que tu avais visé une victime en particulier ou ça a été spontané? Est-ce que tu as été dans un endroit particulier pour sélectionner ta victime? Quelle est la façon particulière, les comportements particuliers que tu as fait ou que tu as posés pour commettre le crime, pour faciliter le crime? Est-ce que tu étais dans un environnement qui était privé, public, c'était chez la victime, c'était à l'extérieur, mais c'était tous des délinquants sexuels pour lesquels la victime était inconnue jusqu'à 24 heures avant le délit. Okay? Donc, même si, par exemple, le crime avait lieu chez la victime, ça reste que c'était pas une connaissance. À 24 heures avant, ils étaient quand même inconnus l'un de l'autre. Donc, c'est peut-être quelqu'un rencontré dans un bar à la va-vite, on s'en va à la maison. Il y a différents scénarios possibles, on va en voir quelques-uns par après. Mais l'idée était de voir un peu plus puis de comprendre à l'aide de données auto-rapportées qu'est-ce qui les avait motivés, puis c'était quoi les contingences environnementales qui avaient facilité l'émergence ou l'opportunité de ce crime sexuel-là. Pour essayer d'aller voir après ça différents profils ou différents scripts, on est allé faire des analyses typologiques. Je ne sais pas si c'est familier pour tout le monde, mais je ne rentrerai pas dans les détails méthodologiques, mais des typologies, ce qui est assez commun comme analyse en sciences sociales, à tout le moins, d'essayer d'aller classer. On aime ça classer, c'est comme un peu dans notre nature de pouvoir essayer de mettre des gens dans des petites boîtes, même s'ils ne vont pas toujours dans la petite boîte. Mais l'idée, c'est d'essayer de se faire des grandes tendances. Puis, on est allé faire donc des analyses de classes latentes qui vont venir justement avec les différentes variables qui sont utilisées, faire des regroupements de similitudes au niveau de toutes ces variables-là qui sont intégrées dans le modèle. Je vous donne quelques-unes des variables qu'on avait utilisées ici, mais on est allé chercher autant des variables de l'environnement, donc où est-ce que ça a eu lieu, que des variables par rapport à la victime, donc est-ce qu'il y avait eu, qu'est-ce que la victime était en train de faire au moment des faits, donc est-ce qu'elle était dans une activité sociale, est-ce qu'elle était seule, ou est-ce qu'elle était avec un groupe d'amis, donc dans quel genre d'environnement elle était au moment des faits, et aussi des variables plus comportementales du délinquant, donc est-ce qu'il y avait justement une sélection, une présélection, cette victime-là avait été choisie, suivie,
avant que le crime ait lieu, ou au contraire, ça a été fait de façon un petit peu plus spontanée, un petit peu plus sous le coup de... Il y a eu une opportunité qui a été saisie plus rapidement sans qu'il y ait nécessairement une planification de la part de l'auteur pour commettre le crime. Donc, on a pris différentes variables comme ça. Est-ce que le crime aussi avait déplacé? Donc, est-ce qu'il y a la prise de contact avec la victime s'est faite en un endroit? Mais est-ce que pour commettre le crime réellement, c'était rendu à un autre endroit? Donc, on a pris aussi en considération s'il y avait eu un déplacement pendant la commission du crime parce qu'on est intéressé justement par les contingences environnementales et situationnelles de la présence de ce type de crime-là. Et donc, quand on a fait cette analyse-là, on a identifié 6 scripts situationnels ou 6 scripts situationnels avec cette analyse-là pour essayer de justement mieux classer ou mieux comprendre c'était quoi les genres de modus operandi qui étaient présents chez les délinquants sexuels sériels. Okay? Au Canada, je dirais parce que c'est le pénitencier, mais assez plus limité de façon régionale. On n'était pas au Canada au complet, on aurait bien aimé ça, mais vous avez vu qu'on a quand même un échantillon assez restreint. Il faut dire que des délinquants sexuels sériels, c'est pas très commun non plus, mais reste que on était capable d'identifier 6 scripts. Il y en avait 2 qui étaient à la maison de la victime. Il y en a qu'on a sous-détaillé par infraction. Donc, il y avait clairement eu une introduction par infraction par l'auteur pour aller commettre le crime. Ces crimes-là étaient donc généralement aussi associés avec d'autres charges ou d'autres accusations d'introduction par infraction. Je voudrais que le scénario typique était une victime qui était seule à sa maison au moment des faits. Le délinquant va rentrer, je dirais, je vais vous mettre ça un petit peu scénarisé, mais il rentre le soir, il n'y a pas personne d'autre, il veut faire une introduction par infraction. Finalement, il y a une victime qui dort seule, voilà une opportunité à saisir, puis va découler un acte un crime sexuel qui, à la base, n'était peut-être pas planifié de cette façon-là. Okay? Donc, ça, c'était un des premiers scénarios. L'autre script qui a été identifié, c'était aussi à la maison de la victime, mais sous invitation. Et je le mets en guillemets parce que ce n'est pas une invitation à ce que le crime ait lieu, mais le délinquant était rentré par invitation. Ce n'est pas lui qui a forcé l'introduction, il est rentré lui-même avec l'accord de la victime dans la maison. Dans ce cas-là, on trouvait beaucoup, parce qu'on avait aussi regardé au niveau de ces scripts-là, leur association par rapport à l'âge de la victime, la moyenne, et on réalisait que dans ce cas-là, c'était souvent des enfants. Donc, un des scénarios qu'on avait regardé dans les dossiers pour avoir épluché un petit peu plus en détail après, c'était que, par exemple, mère monoparentale, difficulté de trouver quelqu'un qui peut garder, voit quelqu'un fréquemment, un voisin du logement qui est là, qui à chaque fois lui dit, écoutez, n'hésitez pas, si jamais vous voulez de l'aide, etc., je peux vous aider, je peux vous prêter main forte, je sais que vous êtes dans une situation particulière. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, ça fait en sorte que cet individu-là, qui est un voisin, qui a l'air banal, finit par rentrer puis être invité à la maison pour garder peut-être l'instant d'un moment. Puis pendant qu'il garde, il va s'en suivre des actes d'agression sexuelle aussi sur l'enfant. Ensuite de ça, on avait la grosse catégorie des crimes qui étaient commis à l'extérieur et on avait qui se sous-divisait entre commis à l'extérieur avec violence versus commis à l'extérieur sans violence. La plupart des deux étaient justement, la grosse différence, c'est que la victime pouvait être par exemple avec le violence. Un des scénarios qu'on avait trouvé plus typique, c'était la victime qui faisait du jogging proche d'un parc dans un espace public. Et là, on a le délinquant qui va être qui va faire de la course aussi, puis qui voit une opportunité, il n'y a personne autour, voilà, puis on va user de la violence parce qu'on veut faire ça rapidement. On est dans un environnement ouvert, on n'est pas à l'intérieur d'une maison un peu plus cachée où c'est plus facile de s'adonner à des actes délinquants sans se faire voir. Et donc, on agit avec un petit peu plus de rudesse parce qu'on a besoin que les choses soient plus rapides aussi. Et donc, on avait vu comme ça avec violence et sans violence. Finalement, au niveau du troisième, on avait les lieux publics et sociaux. Donc, la victime était dans une activité sociale, que ce soit dans un bar, que ce soit une activité, un festival extérieur, etc. Et il y avait à ce moment-là, à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, rapidement, c'est les 6 scripts qu'on avait identifiés. On les a pairés après ça avec l'âge de la victime pour essayer de voir s'il y a des scripts qui sont plus facilement ou plus souvent associés à un âge moyen de la victime pour essayer de comprendre justement, est-ce que ce genre de façon d'opérer-là est plus commun ou plus
fréquemment utilisé par les délinquants sexuels quand les enfants sont jeunes versus quand c'est des femmes adultes? Est-ce qu'il y a des distinctions à ce niveau-là? Et on avait été capable, pas pour tous, mais pour certains, de venir justement faire des associations entre les scripts identifiés puis l'âge de la victime. Puis après ça, de venir au niveau des recommandations, justement, venir faire des recommandations plus précises. Donc, non seulement on était capable de dire que, par exemple, les centres commerciaux, les toilettes des centres commerciaux étaient des environnements très propices à ce que ce genre d'événements-là de crimes sexuels émergent. Et on était capable, donc, une fois qu'on avait bien identifié aussi l'environnement, de venir donner peut-être aussi des, je dirais pas des recommandations, je pense pas avoir autant d'impact que ça, mais à tout le moins des propositions sur les façons de venir améliorer ces environnements-là pour qu'on vienne diminuer les possibilités de la commission ou de la présence ou de l'émergence de ce type de crime-là dans ces milieux-là. Et le fait, dans un autre temps, d'avoir aussi des associations avec l'activité que la victime est en train de faire ou son âge, venait nous permettre aussi de venir mieux cibler peut-être les personnes qui pouvaient agir comme acteurs de prévention. Donc, par exemple, l'effet un peu classique, quand je vous disais tantôt, l'enfant qui se retrouve par la bande, surveillé par quelqu'un que la mère connaît plus ou moins, ben de venir peut-être faire des prises de conscience ou des moments où je ne sais pas, faire de la prévention peut-être dans les écoles, faire de la prévention auprès de jeunes parents, leur expliquer un peu les problématiques qui peuvent être associées à ça, donc de les rendre un petit peu plus sensibles ou sensibilisés aux risques qui peuvent découler de certaines situations. Donc, au niveau de la prévention situationnelle, en ayant le lieu, on est capable de mieux cibler, peut-être aussi au niveau des effectifs, du déploiement des effectifs. Si on sait, par exemple, comme corps policier, que la plupart des agressions sexuelles vont avoir dans tel type de lieu plutôt que tel autre, bien, on peut venir faire un petit peu plus de patrouille de routine ou peut-être essayer de favoriser ou de venir parler avec les conseils municipaux au niveau de la façon dont on va construire les prochains environnements. Donc, on peut venir faire aussi une prévention qu'on va appeler environnementale ou architecturale au niveau de la façon dont on va construire les environnements aussi pour les rendre plus sécuritaires. Donc, c'est un autre aspect qu'on avait. Puis, au niveau, comme je disais, du déploiement des effectifs, on en a parlé, puis de l'enquête ou du profilage, bien, en étant capable d'identifier comme ça au niveau de la délinquance sérielle, le fait qu'ils soient des délinquants sériels, bien, ça nous permettait de voir ceux qui sont les plus sériels ou les plus prolifiques. Est-ce qu'ils ont un MO particulier? Est-ce qu'on est donc capable de les identifier à l'avance et peut-être de favoriser, quand on voit un type de ce genre-là, de favoriser un peu au niveau de la priorisation des suspects pour ce genre d'affaires-là? Donc, il y avait différentes retombées un peu plus pratiques par rapport à ce projet-là. Donc, ce qui m'amène à vous parler de ma demande, ma demande d'accès aux données de la Déclaration uniforme de la criminalité. Comme vous avez vu, c'est un type, non seulement c'est peu commun d'utiliser l'approche de l'événement pour un crime sexuel, mais en plus, le peu d'études qui ont été faites, vous avez vu que c'est des échantillons assez restreints, assez spécifiques aussi. Délinquants sériels, c'est pas très commun. Et donc, l'idée, quand j'ai vu qu'on pouvait maintenant avoir accès par le projet pilote à ce genre de données-là de la déclaration uniforme, ben j'ai vu là une opportunité de dire, bon, mais de façon générale, est-ce qu'au Canada, on est capable d'aller faire ce genre d'analyse-là pour comprendre est-ce qu'il y a des profils plus classiques de mode opératoire des délinquants sexuels au Canada. Puis après ça, peut-être même y aller par province pour voir est-ce que ça change selon telle ou telle province. Bon, en Colombie-Britannique, l'hiver n'est pas aussi long versus au Québec. Est-ce que ça peut faire des différences au niveau de la façon dont les délinquants sexuels, les lieux qui vont être choisis, puis leur façon d'opérer vont peut-être être influencés par ça. Donc, de venir vraiment moduler au niveau de l'environnement. Et ça me permettait donc d'avoir le Canada au complet, mais aussi pas juste des délinquants sexuels sériels, mais d'avoir aussi ces délinquants-là sexuels que c'est peut-être la seule fois qu'ils vont en commettre un, ou que c'est peut-être la première fois qu'ils le font, mais que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas recommencer par après. Donc, de venir aussi beaucoup plus en avant du problème, puis de venir utiliser ou avoir des données qui vont recouper autant des délinquants qui ont commis juste un crime, puis être capable de voir est-ce qu'ils sont différents, eux, de ceux qui vont poursuivre, de ceux qui sont plus prolifiques, puis venir aussi à cet effet-là, faire un peu plus de prévention au niveau plus individuel cette fois-ci, dans l'identification des cas qui peuvent plus justement aller vers du sériel au niveau de la délinquance sexuelle. Donc, l'idée, quand j'ai vu ça, c'était de dire, bon, ben, je vais essayer d'appliquer pour l'accès aux données avec la DUC. Est-ce que ça a fonctionné? Tout était beau. Après le processus d'enquête et tout était beau. Donc, j'ai eu accès, j'ai fait la part de ma liste de variables. Tout est beau, j'ai accès, je rentre au laboratoire. Et là viennent un peu plus les complications. Donc, rapidement,
Je vais juste vous... je pense que ça, vous l'avez vu un peu. Donc, c'est le projet pilote. On avait 3 bases de données. Je vais vous le dire rapidement, mais 3 bases de données sur l'affaire, sur les victimes, sur les accusés. Donc, c'est 3 bases qui sont distinctes. Et les données auxquelles moi, j'ai eu accès, c'est pour le Canada au grand complet de 2007 à 2011. Donc, j'ai eu ces années-là, mais 3 fois les bases de données pour chaque année. Okay? Donc, ça fait un beau problème que j'appelle, moi, en sciences sociales, puis en criminologie, puis dans mon domaine particulier, parce que des bases de données de cette ampleur-là, ça court pas les rues. Donc, pour moi, c'était comme une mine d'or d'avoir accès à ce genre de données-là. D'être plus objective, plus généraliste, plus généralisable dans les résultats aussi qu'on présente, avoir un impact peut-être plus réel, j'ose espérer, sur ce qu'on connaît du phénomène. Et donc, une fois que j'ai eu accès à ça, ben, vous savez peut-être, quand on commence à faire des projets de recherche, le temps que ça se mette en branle, c'est pas toujours aussi rapide qu'on le voudrait. Ceci dit, une fois qu'on a trouvé nos assistants de recherche, il y a un roulement de personnel qui peut se faire aussi. Donc ça, c'est l'aléa, je pense, de la recherche de façon générale. Mais quand est venu le temps de vraiment avoir à interagir avec les données auxquelles j'avais eu accès, je dirais que c'est là que la problématique est arrivée un peu plus... je me suis cognée un peu plus à un mur, dans la mesure où faire partie du projet pilote, puis c'est ce que j'ai compris par après, le fait d'être dans un projet pilote fait en sorte que les règles de sortie, ce qu'on va appeler les demandes de sortie, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, les demandes de sortie sont analysées à Ottawa avec Statistique Canada et non pas nécessairement dans notre laboratoire à Québec à l'Université Laval. Ce qui fait que déjà là, on vient de rajouter un moment où là, bon, moi je dis, OK, j'ai roulé mes tableaux, j'ai besoin d'avoir ces résultats-là pour comprendre un peu plus c'est quoi les données que j'ai. Bien, déjà juste ça pour faire des demandes de sortie, ça peut être long. Okay, sans vouloir vous dire que c'est la même chose pour tout le monde. Moi, mon expérience a fait en sorte que les 2-3 fois où j'ai fait des demandes de sortie, il y avait probablement un 4-5 mois qui s'écoulait entre les deux. Donc, par le temps que tu reçois l'autorisation ou les demandes de modification, ben, il faut après ça que tu retournes parce que tu les as pas, donc tu recommences ton recodage. Donc, quand on a plusieurs projets sur la planche en même temps et qu'on doit se déplacer dans un endroit particulier puis qu'on sait que ça va prendre un peu de temps avant qu'on ait accès, bien souvent, malheureusement, c'est un projet qui va descendre un peu en bas de notre liste en termes de priorité parce qu'on n'a pas toujours le temps, ça roule vite, vous savez, dans le monde de la recherche, il faut produire, il faut être vite, donc des fois, on a la fâcheuse tendance où justement, c'est ce qui est les projets où il y a un petit peu plus d'obstacles vont malheureusement descendre un peu au bas de la pile. Ceci dit, ça reste pour moi honnêtement, en toute honnêteté, un projet auquel je tiens grandement. C'est une base de données que je trouve fantastique, puis que quand je vais être capable de faire sortir des choses, j'ai vraiment hâte de publier avec ces données-là. Mais c'est ça, ça amène sa part de patience, disons-le comme ça. Il y a aussi des données, puis je pense que M. Samuel Perrault en a parlé un petit peu en début en avant-midi. Toutes les données du géocodage, quand on fait de l'analyse, comme moi j'aime au niveau de l'environnement, c'est des données qui sont super intéressantes à avoir. Donc ça, c'était pour moi un petit côté un peu plus négatif de ne pas avoir à ce genre de données-là. Puis si un jour ça débloque puis que ça devient accessible, vous pouvez être certaine que je vais être une des premières à faire une demande parce que ça m'intéresse beaucoup d'avoir cet aspect-là environnemental. Il y avait, bon, vous avez comparé aux études que j'avais faites avant où j'avais vraiment plus de comportement sexuel pour essayer de mieux comprendre le mode opératoire, c'est pas nécessairement aussi détaillé que ça dans la DUC. On vient chercher de l'information qu'on n'a pas nécessairement avec du auto-rapporté, mais en échange, l'auto-rapporté nous donne une richesse d'informations du comportement qu'on ne va pas nécessairement avoir avec la déclaration uniforme, mais ça fait partie de la situation puis de la game en bon français. Les affaires non fondées aussi, donc l'impossibilité de savoir justement est-ce que ces affaires-là ou ces cas-là comment ça s'était terminé. Donc là, j'en ai compris aujourd'hui qu'il y avait possibilité aussi de faire du couplage avec l'autre base de données pour voir où est-ce que ça avait mené après coup. C'est peut-être quelque chose que je ferai dans le futur quand j'aurai vraiment joué à fond avec la première base de données auquel j'ai accès en ce moment. Donc, le fait aussi qu'on ait 3 bases de données différentes pour chacune des années fait en sorte que quand on reçoit ça, comme je vous dis, c'est merveilleux comme problème parce que c'est beaucoup de données, mais vient aussi avec l'aspect, le revers de la médaille, d'être capable de tout mettre ça ensemble, ces belles données-là, ce qui n'est pas toujours aussi facile. Donc, dans le code, c'est dit, bon, mais quand vous utilisez telle variable, vous êtes capable de pairer.
dans la réalité, en tout cas pour moi, ça n'a pas été si facile que ça de tout mettre ensemble. Je suis encore dans le processus d'arriver à tout mettre ça ensemble parce que je pourrais y aller par base de données puis dire, bon, ben, je vais juste faire, je vais regarder plus au niveau des profils des auteurs, l'incident puis la victime. Mais mon idée, comme vous l'avez vu dans l'étude d'avant, c'est d'aller chercher un peu de chaque puis d'en faire une base de données commune où je peux avoir un peu de tous ces aspects-là. La victimologie, l'auteur, le profil, l'environnement, puis d'en faire un tout. Donc, quand on arrive à merger toutes ces données-là ensemble, c'est ça. Ça prend du temps, puis ça prend des façons bien particulières de procéder que c'est pas nécessairement ma spécialité, disons-le comme ça. Donc, là-dessus, ça a été un petit peu plus périlleux. Au niveau des difficultés méthodologiques, il y avait des aspects comme ça où justement il y avait des variables que j'aurais qui étaient imputées au niveau de la relation avec l'auteur, qui pour moi était une des variables assez clés que j'étais pas je sais qu'il y a eu des imputations qui sont faites à la base. Si il y a plusieurs auteurs pour le même type de crime, la relation avec la victime va être dépendante, si je me trompe pas, tout le moins dépendante de l'auteur principal. Donc, il y a des difficultés comme ça qui sont associées au fait que je ne peux pas nécessairement avoir un portrait réel ou vraiment détaillé pour chaque auteur. Ça revient à la base à l'auteur, je dirais, principal de l'incident. Donc, il y avait ces aspects-là qui étaient un petit peu plus difficiles. Puis l'idée aussi, dans une optique d'y aller en crime en série, ben, de ne pas être capable ou que ce soit très difficile de ramener tous ces incidents-là à un auteur commun pour savoir, ben, dans ma base de données incidents, est-ce que j'ai plusieurs fois la même personne qui est responsable pour ce type de crime-là? Et si oui, je vous explique un peu la part méthodologique de ça, c'est que si j'ai un délinquant sexuel qui en a commis 5 puis qui l'a toujours commis de la même façon, ben peut-être que ça va forcer ou ça va donner un poids plus gros à ce genre de mode opératoire-là, juste à cause de ce délinquant sexuel-là, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas un mode opératoire si commun que ça. Donc, ça amène des nuances méthodologiques et quand on est capable de ramener ça à un individu, puis de venir, je dirais, pondérer pour le poids de cet individu-là dans les analyses, ben ça facilite aussi au niveau de la clarté du portrait qu'on est capable de donner par rapport à ce genre d'informations-là. Donc, c'est ça. La lourdeur administrative au niveau vraiment plus d'accès aux données, ça, une fois que c'est fait, bon, ben c'est correct, mais les demandes de sortie, il y a des règles de pointage à respecter. C'est ce qu'ils sont en train de faire quand on fait dans un projet pilote. En fait, c'est de tout être capable de générer ces règles de pointage-là qui font que, ben oui, ton tableau, il vaut 6 points, ben c'est trop haut, tu dois diminuer, tu dois trouver une façon d'agréger tes données un peu plus, ou donc d'essayer à trouver un juste milieu entre ce que j'ai le droit de sortir versus ce que moi je trouve pertinent de présenter ou d'utiliser pour mes analyses. Ben là, c'est de trouver un juste milieu qui, en ce moment, c'est là que ça a freiné un peu plus. Mais je vous dirais que c'est ça. Outre, ça demande un peu plus de volonté, de détermination, de patience, mais ça vaut certainement la peine. Puis c'est pour ça que je suis encore impliquée dans le projet. Je fais des demandes de renouvellement à chaque fois que le contrat arrive à échéance, juste pour pouvoir continuer à finalement arriver à publier avec ce genre de données-là. Donc, c'est sûr que j'incite tout le monde à faire de même, mais en sachant que ça vient aussi avec cette belle base de données-là vient aussi avec des contingences administratives puis une certaine lourdeur, je dirais, administrative. Voilà, c'est mon petit bémol par rapport à ça. C'est tout. Voilà.